Nous commençons par la vérification des présences. Frédéric Bessé est présent. Laurent Tarassi. Marielle Ernoux, absente. Pouvoir à Stéphane Hautecoeur. Il est ici. Stéphane Hautecoeur. Estelle Sueur. Jean-Michel Mazet. Christelle Terre. Sébastien Roth. Jean-Paul Raucourt. Éric Muller. Eva Salvador. Marie-Annick Laroche. Voir à Fabiola Basselin. Sylvie Poyer. Valérie Véron. Pouvoir. Alors. D'accord. Fabiola Basselin est ici. Sandrine Marsal. Oui. Pouvoir Jean-Paul Raucourt. Brigitte Dubois-Lombard. Je ne vois pas de pouvoir. C'est pas ça. Non, vous n'avez pas. D'accord. Plouf. Absent. Excusez. Renaud Pradinck. Jérôme Jean. Je n'ai pas vu de pouvoir. Caroline Legros, Humblot. Je n'ai pas vu de pouvoir. Laurent Salier. Ici, Christine Delafosse. J'ai vu son pouvoir à Christelle Terre. Sébastien Boguert. Magali Brugalski. Je n'ai pas vu de pouvoir. Frédéric Bettencourt est ici. Tout à fait. Ah, t'as raison, t'as raison. Michel Huverte, pas de pouvoir. Pascal Ribouillard, Itou. 2, 5, 12, 15, 16. Je vois 16 présents, on est d'accord. 5 pouvoirs, donc 21 votants. Très bien. Oui. Pour ce qui est de la séance de ce soir, vous le savez, le plat de résistance, c'est une expression. C'est le débat d'orientation budgétaire. Vous n'êtes pas obligé d'exercer votre droit à la résistance. Mais, bien sûr, c'est le sujet du jour, même si, bien sûr, il y a d'autres points qui sont dans vos dossiers. Et avant tout, la désignation d'un secrétaire de séance qui est volontaire. Soyons larges, magnanimes. Voilà. Stéphane Hautecoeur, merci. Y a-t-il des objections à cette auto-congratulation? Au contraire, d'encouragement, oui. Parfait, merci Stéphane. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 17 décembre dernier. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Sur les décisions du maire, je dirais, que de subventions, dans tous les sens du terme, pour la maison de la petite enfance qui a été, comme vous le savez déjà, couverte de subventions publiques à hauteur de 80%, ça ne nous était jamais arrivé. Et on intègre en plus une demande d'aide pour l'achat du mobilier et de matériel pour la partie halte-jeu. Et donc, demande de subvention à la CAF
caisse d'allocation familiale, à hauteur de 7 000 € et un peu plus. De même, 3 600 € demandés au conseil départemental pour le même sujet. Et puis, tout autre sujet, mais sujet durable et utile également, le chantier d'insertion dont le déclenchement annuel du financement passe par une convention que je vous propose, que j'ai signée, et je vous en informe, avec l'association Un Château pour l'Emploi, pour la somme importante de 78 000 €, et qui correspond à l'intervention toute l'année d'une vingtaine de personnes dans la commune sur des chantiers de bâtiments et d'espaces verts. Nous en venons au premier point de cette liste avant le dossier, le rapport d'orientation budgétaire. Est-ce que vous avez le droit de faire celui-là ou pas? Ce n'est pas une obligation, je peux, voilà, merci. Bien, donc, comme vous le savez, nous avons la commune et le pôle solidarité passe par un établissement à part qui s'appelle le Centre communal d'action sociale. Dans certains cas, toutes ces formalités sont prises en charge par la commune, et là, il nous faut avoir une procédure particulière qui concerne la télétransmission des actes. On a déjà fait cette formule pour la mairie, et il faut faire la même pour le CCAS, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif de télétransmission des actes qui passe par le dispositif ACT, et c'est parce qu'il nous faut un dispositif de transmission homologué par le ministère de l'Intérieur. Le déploiement du compte financier unique dont M. Tarassi vous avez parlé en son temps ne permettra plus au CCAS d'utiliser ce dispositif pour l'envoi de ses délibérations. Mais cette simplification ne concerne que les documents budgétaires. Donc, je vais demander à un ami, si ça ne concerne pas si on ne peut plus l'utiliser pour les actes budgétaires, pourquoi on passe quand même cette convention? D'accord, mais... D'accord. D'accord. Bon. L'essentiel est dit, si tout le monde l'a entendu. Le même outil à utiliser par le CCAS, en sachant que le conseil d'administration du CCAS a déjà voté en ce sens, mais nous attendions votre décision. Est-ce que vous autorisez l'utilisation de ce dispositif et vous me donnez pouvoir de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération? Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, sur les points financiers, on passe, et là c'est au choix, entre les finances et le scolaire. Ne vous battez pas. Sur la création d'un règlement intérieur des inscriptions scolaires. Peut-être Christelle, puisque chaque année nous acceptons des dérogations. À l'entrée, ça nous intéresse au niveau des statistiques, et à la sortie, parce que nos habitants ont de bonnes raisons pour inscrire leur enfant dans une autre commune. Néanmoins, il faut délibérer pour créer un document. Idoine, Christelle, oui, s'il te plaît. Oui, donc jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de règlement intérieur concernant les inscriptions scolaires, et donc on a voulu en mettre un, notamment pour régir les demandes de dérogation scolaire. Donc ce projet de règlement intérieur des inscriptions scolaires qui est joint à la délibération, il a pour objectif de formaliser les règles et les conditions d'inscription dans les écoles, donc maternelle et élémentaire,
dans le cadre de la sectorisation qui avait été définie il y a quelques années par la mairie, ainsi que celle des dérogations scolaires. Donc là, vous êtes appelés à en délibérer. Merci. Et effectivement, pour les inscriptions hors dérogation, il y a aussi des précisions dans le règlement sur les dates d'ouverture de chaque campagne, je crois. Si je me souviens Oui, bien. ce projet, c'est pour les inscriptions scolaires et pour les dérogations. C'est ça. Voilà. Alors, on peut déjà expliquer que la délib d'après est liée à celle-ci et on fera voter chacune isolément. La 6, c'est sur le fait que, bien sûr, même sans règlement, nous avions quand même créé un tarif de dérogation qui est réévalué dans la délibération 6. Si tu peux en parler aussi, s'il te plaît. Alors, quand les enfants sont inscrits avec des dérogations scolaires, il y a ce qui s'appelle des frais de scolarité par la commune qui perd ses enfants. Donc, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on avait une délibération et le montant que nous, on facturait aux autres communes était de 509,28 €. Et donc, en regardant bien tout ce que les communes aux alentours nous facturaient, on s'est aperçu que nous, on était vraiment très, très loin de la réalité. Donc, on a regardé ce que nous coûtait réellement un enfant en élémentaire et en maternelle. Et donc, un enfant en maternelle nous coûte 2 000 € et un élève d'élémentaire nous coûte 708 € pour l'année 2023-2024. Donc, on vous propose de relever le montant de nos frais de scolarité. Pour les communes de l'Axo et les autres communes à proximité, un tarif moyen refacturé à notre commune se situe autour de 1 000 € pour les maternelles, intégrant une partie du coût des ATSEM. Et je rappelle que nous avons, depuis quelques années, choisi de mettre une ATSEM par classe en maternelle et donc de mettre pour 700 € les élémentaires. Donc voilà, vous êtes appelés à délibérer. Merci. Oui, la différence de coût, c'est bien parce qu'on intègre dans le coût de fonctionnement des écoles maternelles le financement des ATSEM qui sont à plein temps, bien entendu. Voilà, donc si on revient à la délibération numéro 5, donc qui est d'abord la création de ce règlement intérieur qui figure en annexe, comme l'a dit Christelle. Y a-t-il des remarques? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et pour la 6, donc le relèvement des frais de scolarité, bon, qui concerne que, de mémoire, une trentaine de dérogations à l'entrée. Mais c'est toujours ça, et c'est cohérent avec le relèvement de tarifications diverses et variées auxquelles on a procédé depuis quelques années. Y a-t-il de remarques sur cette délibération numéro 6? Des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. La numéro 7 est un retour de l'histoire profonde. Je ne sais pas si l'adjoint à l'aménagement urbain s'en chargeait, Sébastien, ou pas, parce que c'est une association foncière qui avait été active, je pense, après la Deuxième Guerre mondiale, sur le remembrement agricole. Et elle avait perduré, et finalement, voilà, je pense avoir dit l'essentiel, sauf si vraiment tu as ajouté des remarques. Et donc, finalement, on se rend compte qu'il n'y a plus de raison de la laisser perdurer. Elle a rempli son office, mais il y a vraiment très longtemps. Et donc, nous devons décider d'acter sa dissolution, de dire que son actif et son passif seront versés à la commune. Et vous avez vu que c'est ça l'excédent de 101,68 €. Bon, donc ce n'est pas un trésor caché, enfoui sous un arbre, et donc versé à la commune. Voilà. Y a-t-il des remarques, votes contre, abstention? Merci. Alors, une demande de subvention, peut-être là, pour le coup,
Sébastien, dans tout ce qui est ce nouveau quartier Jean Massé, et le fait qu'on se doit avant même le vote d'un budget et compte tenu de planification d'un certain nombre de dépenses, de demander déjà des subventions. Oui, donc le projet Jean Massé, donc on en a déjà parlé quelques fois. Donc il va y avoir un phasage. On a commencé donc déjà à travailler avec l'aménageur et puis notre propre assistant de maîtrise d'ouvrage. Donc cette année, il y aura entre autres les enfouissements des réseaux qui vont commencer. Et puis on va être aussi dans l'obligation de déplacer la chaudière qui se trouve à l'heure actuelle dans les bâtiments en ruine. Donc créer un petit bâtiment à côté de l'école maternelle pour pouvoir déplacer la chaudière qui, elle, c'est plus qu'un déplacement, ça sera aussi un remplacement, puisque ça fait partie des 3 dernières chaudières qui restent, qui n'ont pas encore été remplacées, puisque vous savez qu'à chaque fois que l'on fait un budget, on met 1, 2, 3 chaudières de façon à renouveler notre parc, et il en reste encore 3 à changer, dont celle-là. Donc ça sera l'occasion en même temps de la renouveler. Et donc, ça nécessite un déplacement du raccord gaz, ça nécessite des déplacements des coffrets électriques. Donc voilà, donc il y a toute une préparation au chantier finalement qui va commencer cette année. Et donc, qui dit chantier, dit dépense, et qui dépense dit demande de subvention. Donc, l'objet de cette délibération, c'est de nous autoriser à faire la demande de la subvention de la DSIL pour cette première phase, qui est estimée à 192 000 €, 937 hors taxes, et sur un taux de 52%. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'est parfait. Alors bon, seul commentaire. On y croit et on a besoin de subventions pour ce projet également. On n'est pas totalement naïf et il ne nous a pas échappé que le budget de l'État avait été voté dans le cadre d'un certain nombre de rabotages et la DSIL est rabotée cette année au niveau national. Donc, on va essayer d'être encore plus convaincant que d'habitude. Y a-t-il des remarques sur ce projet dont on reparlera bien entendu dans les orientations budgétaires, mais oui. Si tu as un micro pas loin, ce serait bien. Même question, c'est... Monsieur Bettencourt. On fait comme d'habitude, c'est-à-dire chaudière gaz. Pourquoi? Gaz, tu as dit? Oui. Pourquoi? Parce que vu le type de bâtiment qu'on a à l'heure actuelle, on n'a pas d'autre solution que le gaz. On a des bâtiments, on a une problématique sur nos bâtiments, c'est que pour pouvoir faire évoluer les choses, il faudrait les retraiter dans la totalité, c'est-à-dire travailler sur l'isolation, le chauffage et tout faire en une seule fois, et que financièrement, on n'a pas les moyens de le faire. Donc, on fait du découpage par découpage. À l'heure actuelle, si on change de système de chauffage avec l'isolation du bâtiment tel qu'il est, même s'il est mieux qu'il n'a été puisque les fenêtres ont été changées, qu'on a isolé on a fait l'isolation des combles, on n'aurait pas forcément une méthode de chauffage qui serait optimale et qui mettrait un confort correct pour des maternelles. Oui, non, mais là, il me semblait que c'était lié au nouveau projet. Ou à au nouveau bâtiment. Non, c'est la chaudière actuelle de l'école maternelle qui est déplacée parce qu'elle est actuellement dans un bâtiment qui est le bâtiment en ruine qui se trouve entre les 2 écoles. Donc ce bâtiment à court terme va être démoli. Donc si on le démolit avec la chaudière dedans, on aura des problèmes de chauffage. Donc avant, on va le déplacer. On crée un local de chauffage qui sera accolé à l'école maternelle. Et dans ce local, on mettra la nouvelle chaudière qui sera d'ailleurs plus économique que celle qu'on a à l'heure actuelle. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'on a eu, je me souviens bien, d'une réunion particulière sur le choix du mode d'énergie, que ce soit pour la maison de la petite enfance ou là. Je n'ai pas l'impression, même si mes limites techniques sont criantes, qu'il y ait une énergie qui se détache plus qu'une autre quand on essaye de se projeter à moyen terme, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a le raisonnement avec les prix actuels et puis il y a la capacité de se projeter qui n'est pas évidente. Parce que je ne sais pas si c'était ça le sens de ta question. Tu préfères une autre énergie que le gaz ou... Je dirais par rapport à l'ère du temps, effectivement, lié à mon métier, effectivement, beaucoup de personnes cherchent à se détacher du gaz. Il y a encore une augmentation récente, là. Donc, il y a d'autres moyens. Après, c'est vrai que
bon, on parle beaucoup de la pompe à chaleur, l'État met beaucoup l'accent là-dessus. C'est vrai que derrière la pompe à chaleur, on n'est pas sur la même puissance qu'une chaudière à gaz. C'est là où je retrouve Sébastien, où effectivement, si on a besoin de chauffage avec un bâtiment pas isolé, en mettant une puissance de chauffage inférieure, ça va être compliqué pour les enfants. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de biomasse, et c'est vrai qu'on parle toujours du gaz et jamais d'autre chose, quoi. Bah, je sais que tu as au moins un allié qui nous rappelle régulièrement que la biomasse c'est bien, mais là c'est vrai qu'il faut une approche globale également, qui pourrait même passer par la production de la matière première sur le plateau. Hein. Je te mange le cycle complet, je t'enlève le cycle complet de la bouche, mais C'est ça. Ouais, bonsoir. Je voulais rajouter, effectivement, on a des chaudières gaz, mais on a aussi une production locale en gaz grâce aux méthaniseurs. Donc, bon, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure des énergies, mais au moins, on utilise de l'énergie en local. Bon, c'est une forme de satisfaction. Après, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, il y a une étude chauffage qui va être lancée par le SE60, le syndicat d'énergie de l'Oise. On a une réunion la semaine prochaine avec eux. Et l'objectif de cette étude, c'est de voir si sur l'ensemble des bâtiments qui sont situés des bâtiments municipaux qui sont situés sur le bas de la commune, mairie, enfin tout l'ensemble des bâtiments où on se situe, voir s'il y a justement moyen de mettre une chaufferie biomasse. Bon, là, on est juste à l'étude, au stade étude qui va être lancé. Après, il faut se projeter sur plusieurs années, mais on n'est pas totalement non plus hermétique à ce genre de nouvelle énergie. oui, c'est sur ce dernier point que j'évoquais la possibilité d'avoir une filière également avec une production locale de miscanthus ou d'autres. C'est ça. Hein. Mais bon, comme le dit Sébastien, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a aussi On avait commencé l'isolation hein, de l'école maternelle qui est la plus proche de cette. On a fait le toit. Et les huisseries d'ailleurs depuis quelques années. Mais bon, il en manque un peu pour être totalement rassuré. Voilà. Est-ce que sous cette, non pas réserve, mais suite à cette question, il y a des votes contre, d'autres remarques sur cette délibération numéro 8 ? Est-ce qu'il y a des votes contre cette demande de subvention? Des abstentions? Je vous remercie. Nous en venons à la numéro 9 qui ne va pas échapper à Laurent Terrassi. Bonsoir à tous. Donc, on est dans la partie gestion du personnel. La délibération numéro 9 concerne donc la modification du tableau des effectifs. Et c'est un petit tableau ce soir. En fait, c'est pour créer le poste d'un agent qui avait été inscrit au tableau d'avancement de grade en 2024 et qui a été admis aux épreuves de l'examen professionnel. Il faut donc lui créer son poste par rapport à son niveau maintenant actuel. Donc, nous créons le poste de rédacteur principal de première classe. Et c'est un temps d'emploi à 100%. Voilà, le Conseil est appelé à se positionner. Donc, ce n'est pas une création de poste au sens où il n'y aurait personne avant. Il y avait la même personne était déjà là, mais elle a changé de grade. Merci Laurent. Des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, on en vient au débat d'orientation budgétaire qui, comme d'habitude, aura plusieurs parties sur l'atterrissage, je dirais, de l'année 2024 au niveau financier, un rappel de l'environnement général 2025, les orientations, je dirais, politiques au bon sens du terme, c'est-à-dire la gestion de notre cité sur lesquelles je reprendrai le flambeau et la déclinaison des orientations que Laurent va également détailler. Ce que je vous propose, seule innovation de l'année, c'est essayer de nous interrompre au fur et à mesure, de manière à ce que ce ne soit pas ni un monologue, ni un dialogue ou un double monologue. Donc n'hésitez pas vraiment, si dès que quelque chose vous surprend, dites-le tout de suite, ce sera encore plus vivant que d'habitude. Merci. Merci Frédéric. Tu es en train de dire que je suis capable d'endormir tout le monde, c'est ça? Bon, alors donc ce débat d'orientation budgétaire, en introduction, c'est juste le fait de rappeler qu'il est réglementaire, qu'il doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget.
Et c'est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, enfin de 3500 habitants et plus. Il doit y avoir un rapport, vous l'avez eu sous les yeux, hein, il est associé au dossier qui vous a été envoyé pour ce conseil municipal. Et à l'intérieur de ce rapport, il doit figurer forcément les engagements pluriannuels envisagés et la structure et la gestion de la dette. À l'issue, il y aura une publication et une mise en ligne sur le site internet de la commune. Une délibération spécifique dans le conseil municipal doit être positionnée sur donc, ce DOB. Et ensuite, le rapport doit être transmis aux représentants de l'État dans le département, donc le préfet, et également au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le PCI, dont la commune est membre, c'est-à-dire au président de l'AXO. Voilà. Donc ce rapport est envoyé au préfet et au président de l'AXO. Ensuite, comme d'habitude, on fait un petit peu les poupées gigognes. On parle d'abord de ce qui se passe un peu en Europe, puis en France, puis dans la région Hauts-de-France, puis dans l'Oise, puis dans l'Interco, etc. Donc on va faire très simple, hein, pour donner une petite senteur de ce qui se passe un peu. On peut parler par exemple du taux de chômage, qui est plutôt stable dans la zone euro, qui a à peine diminué entre 2023 et 2024, et qui se situe autour de 6,5%. Quand en France, il est aussi stable, mais plutôt à 7,4%. Dans la région Hauts-de-France, donc si on intègre tout, l'Oise, la Picardie, bien sûr, mais aussi le nord de la France, qui n'est pas forcément la région la plus bien fournie en termes d'emploi, etc. Bah là, on a un taux qui augmente encore. On est plutôt aux alentours de 9,2-9,1%. L'Oise, on est un peu mieux situé. On se situe au niveau de la France, c'est-à-dire à 7,5% en termes de taux de chômage. Il y a un sujet pour la France qui est forcément le déficit public, qui aujourd'hui est estimé à 5,6% du PIB. Et vous savez que les règles européennes fixent un seuil à 3%. Et donc on est largement au-delà de ce seuil. Et forcément derrière, il y a tout l'organisation politique en ce moment qui est très très compliquée par rapport à ça. Et les impacts qu'il y a pu avoir, notamment sur le plan de finances, la loi de finances 2025, qui est sortie très très tardivement, après des votes qui ont été très ralentis et après de moult discussions. Beaucoup d'entreprises qui ont été créées, mais avec, dans l'Oise par exemple, un taux de défaillance aussi très très important. Donc de la motivation, du dynamisme, mais par contre, c'est compliqué de survivre. Donc beaucoup derrière d'échecs. Le contexte financier en général, donc un petit peu morose, avec de fortes incertitudes, notamment liées, on vient d'en parler, à l'instabilité politique en France, la crise énergétique qui semble s'estomper un petit peu, notamment avec des nouveaux réseaux d'approvisionnement. On a tout ce qui était aide, donc bouclier tarifaire, amortisseur électricité, tout ça. On arrive à la fin de tout ça, et notamment le ministre des Finances qui avait dit qu'à partir du 1er février 2025, le coût réel de l'énergie devrait être supporté directement par les Français. L'objectif principal, bien évidemment, c'est d'essayer d'améliorer la note des finances publiques françaises par rapport à ce plafond de 3% du PIB. Alors pour notre commune, si on fait un petit focus sur les coûts énergétiques, on avait 337 000 euros de dépenses énergétiques en 2022. On était passé à 609 000 euros en 2023, donc c'était plus 80%. En 2024, on est redescendu un petit peu. On est à 550 000 euros, c'est moins 10%. Et on devrait encore avoir des améliorations. Le SE60 pour 2025 annonce une baisse du coût d'électricité de 18%. Ça devrait nous amener à moins dépenser 39 000 euros en électricité. Et pour le gaz, on est plutôt à 26%, c'est-à-dire qu'on économiserait 86 000 euros. Donc vous voyez, si on se projette un petit peu, 39 plus 86, allez, on va dire 120 000. 120 000 par rapport aux 550 000, ça veut dire que notre facture, elle devrait se situer autour des 430 000 euros. Et ça reste encore conséquent, et plus, 100 000 euros de plus que ce qu'on avait en 2022. L'inflation a quand même plutôt bien diminué. C'était, je vous en ai pas parlé, mais en Europe, c'était 2,4% en 2024. En France, 2%. Et il est prévu que ça soit plutôt stable à 2% pour 2025-2026, que ça soit assez pérenne.
Ensuite, donc, par rapport à la loi de finances et les évolutions qui arrivent de l'État directement, il y a un truc qui va nous impacter directement, c'est l'augmentation de la cotisation retraite pour les employeurs, et notamment cette cotisation supplémentaire, ce coût supplémentaire est estimé pour la ville de Saint-Leu à 47 000 euros. Il y a également des dotations qui avaient de grosses enveloppes par le passé qui diminuent un petit peu comme la neige fond au soleil. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Estelle, pour éviter qu'elle s'endorme. Et donc, notamment le fonds vert qui diminue, qui passe de 2,5 milliards d'euros à 1,15 milliard d'euros. Et le fonds vert, c'est quelque chose dont on a bénéficié, là, par exemple, en 2024 et 2025. On n'a pas encore tout touché. On va en parler juste après, sur la maison de la petite enfance. La dotation globale de fonctionnement, qui, pareil, dans son ensemble, a une baisse de 140 millions d'euros. La DCRTP, la dotation de compensation de la réforme de taxes professionnelles, qui également diminue. Et pour nous, directement, Saint-Leu-d'Esserand, ce sera 48 000 euros en moins. La DECIL, qui, pareil, a une enveloppe globale qui diminue. La DETR aussi, mais on n'est pas éligible, donc c'est moins contraignant. Mais vous voyez que globalement, pour avoir une meilleure note au niveau européen, forcément l'État va moins donner en termes de dotation à toutes ces communes, ces nombreuses communes. Est-ce que je peux ajouter un chiffre qu'on a eu que cet Bien après-midi, sûr. et c'était important, on en a parlé, c'est qu'on pensait passer à travers d'une autre coupe qui n'était pas mentionnée là, et qui est un mécanisme de lissage des recettes, une sorte d'épargne forcée qui concernait plutôt les plus grandes communes. Dans la dernière version du budget, elle a été atténuée, mais élargie en termes d'assiette, ce qui fait qu'apparemment on serait un petit peu concerné à hauteur de 27 000 euros. C'est l'estimation qui est arrivé cet après-midi. Donc, si on prend l'augmentation des cotisations de retraite qui est évoquée, Laurent, avec 47 000 euros, plus 27, 74, on est presque à... Alors, si je dis 1% des recettes de fonctionnement, ça semble un épiphénomène. Si je dis 10% de notre excédent de fonctionnement, ça commence déjà à parler. Et ça fait vraiment partie des mauvaises nouvelles de l'environnement financier pour nous, pour 2025. Le chapitre d'après, ce sont toutes les mesures qui sont toujours actives ou qui sont nouvelles pour les collectivités, et donc notamment en termes de fiscalité locale. Alors par exemple, l'actualisation des valeurs locatives, celle-ci elle a été à nouveau décalée pour 2026. On avait eu, vous vous souvenez, un vote qui concernait la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et nous avions choisi d'augmenter ces taxes-là. Donc, bon, voilà, c'est toujours en activité. On avait choisi notamment, nous, en mars 2024, de majorer cette taxe de 20%. Il y a un nouveau sujet, c'est la loi de finances 2023 qui prévoyait potentiellement le partage de la taxe d'aménagement avec les intercommunalités. Alors l'AXO avait commencé à faire un mini-débat sur ce sujet avec toutes les communes, les 11 communes, puis finalement a choisi de renvoyer ce débat à un autre moment. Donc c'est toujours en cours, en discussion, et dans le cadre probablement plus large d'un pacte fiscal et financier. On va en reparler un petit peu plus loin. La même loi de finances, alors un peu plus vieille, en 2013, il était possible de mettre une taxe annuelle sur les friches commerciales pour lutter contre la vacance commerciale. Donc ça, c'est un nouveau sujet sur lequel on ne s'était pas trop penché. Et finalement, à Saint-Leu, on a des friches commerciales, des anciens locaux commerciaux qui sont toujours anciens, où il n'y a rien dedans. Et finalement, voilà, c'est dommage. Donc potentiellement, il est possible de créer ces taxes. Donc c'est un sujet dont on va discuter pour essayer d'enlever ces friches de notre paysage communal, sachant qu'une des règles, et Frédéric va nous en dire un petit peu plus, une des règles, évidemment, ce serait de voter cette taxe avant le 1er octobre de cette année pour que ce soit applicable en 2026. En fait, ce que je comptais
ajouter, c'est que la vraie orientation politique, c'est pas de mettre une taxe, c'est de chercher à remplir les locaux commerciaux qui sont vides pour garder un commerce actif, des services actifs. On n'est pas du tout un désert commercial, contrairement à un tout petit village, mais on trouve dommage qu'il y ait des locaux vacants. Donc, certains de ces locaux vacants le sont pour de bonnes raisons et on ne peut pas incriminer les propriétaires. Dans d'autres cas, on commence à avoir des doutes. Donc, la réflexion naissante sur cette recette possible, c'est aussi parce que c'est un outil de dissuasion qui permettrait à des propriétaires finalement de remettre en activité ou vendre leurs locaux. Hein. Comme vous le voyez, la taxe n'est pas due si l'immeuble est en train d'être vendu. Donc voilà, il faudra regarder avec précaution. Donc on pourra en reparler au vote du budget, puisqu'effectivement, comme l'a dit Laurent, autant que ce soit voté avec les autres votes de recettes, comme ça s'appliquerait l'année prochaine. En fait. Mais tu as raison, je l'ai mal présenté. L'idée, c'est pas de récupérer de l'argent. L'idée, c'est d'inciter, de forcer à remplir. Non, mais quand on peut faire les deux, il n'y a pas de problème à le dire. Non, mais à redynamiser. Il y a des nouvelles mesures donc, pour 2025 en termes de fiscalité foncière. Donc, c'est le sujet des bases fiscales. Vous voyez que chaque année, nos recettes sont meilleures. Ce n'est pas parce qu'on augmente le taux, c'est simplement parce que les bases fiscales évoluent. Et notamment, entre 2023 et 2024, il y a eu un glissement de l'indice de prix à la consommation harmonisé, l'IPCH, de 1,7%. Et ça va se répercuter sur les bases fiscales. Donc, certainement, de meilleures recettes. Il y a eu la mise en place d'un dispositif de lissage conjoncturel qu'on appelle d'ILICO, qui est un peu d'ailleurs discuté beaucoup par les collectivités. Bon, ouais, ça concerne les 2100 communes les plus riches et a priori, on n'en fait pas partie. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les 27 000 euros, c'est ça? On en fait partie, ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce serait une estimation demandée par les services à l'association des petites villes de France et on serait finalement dedans pour 27 000 euros. D'accord. Mais on espère se tromper hein, et puis que finalement on n'intègre pas dans les recettes en diminution. La hausse de cotisation des employeurs CNR, ACL, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est tout ce qui est sécurité sociale. Donc 47 000 euros pour 2025 pour la commune. Il y a également tout un tas de dotations qui servent un peu de variable d'ajustement pour l'État, notamment la DCRTP, je vous en ai parlé tout à l'heure, la FDPTP qui ne nous concerne pas, et donc ces taxes-là vont diminuer. Alors, l'effort demandé en 2025 est à peu près 18 fois plus élevé que celui réalisé l'an dernier. L'AXO a son mot à dire là-dessus, avec un système de péréquation, et donc nous dit de tabler plutôt sur 14 fois la baisse de l'an passé. 14 fois la baisse de l'an passé, ça correspond à 38 000 euros cette année, en moins, en termes de dotation. La DGF, en termes de dotation de l'État, donc c'est pareil, il y a un gros paquet qui diminue et d'autres petits paquets qui réaugmentent, mais globalement, ça diminue toujours un petit peu, même si on peut imaginer une stabilité depuis 2-3 ans quand même, par rapport aux baisses passées qui étaient conséquentes. Ça se situe toujours autour de 200 000 euros. Le budget vert, alors ça c'est une des mesures phares de la politique financière de l'État, qui consiste à inciter les communes à faire donc un budget vert. Le sujet, bien évidemment, c'est la transition écologique. Pour nous, à ce stade, ça va se concrétiser par la rédaction d'une note spécifique qui mettra notamment bien en relief les effets et les mesures prolongées du plan de sobriété qui a été commencé en 2023. Une dotation. Vas-y, Frédéric. Oui. Je reviens quand même une seconde en arrière sur l'augmentation des cotisations retraite. C'est plus 47 000 euros sur 2025 et ce sera plus 47 l'année prochaine et encore plus 47 en plus de tout ça, encore pendant 2 années après. Hein. Il y a un relèvement. 3. C'est 4 ans. En tout, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, ça, c'est une grosse augmentation à venir. Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Bon, ok, très bien. Le bouclier tarifaire, les aides apportées, ça ne concerne pas les collectivités. Le fonds vert, je vous en ai parlé. Donc, un petit rappel, la maison de la petite enfance, on avait sollicité donc le fonds vert qui nous avait été favorable à hauteur de 220 000 euros en 2025. Donc, l'enveloppe diminue fortement. La DSIL, c'est un financement d'opérations d'investissement
qui doit répondre à des thématiques qui sont éligibles et précisées dans une circulaire transmise aux élus par le préfet. Tout ça, ça s'articule à travers un CRTE, un contrat de relance et de transition énergétique, qui est pour nous siégé à l'AXO. Donc ça doit s'inscrire vraiment dans une logique de stratégie territoriale. L'idée, évidemment, à travers cette décile, vous vous doutez bien que les thématiques, c'est toujours des projets qui concourent à la réduction de l'empreinte énergétique sur l'environnement, au développement écologique, à la qualité du cadre de vie dans les territoires, au développement de la mobilité douce, etc. etc. Un petit clin d'œil, 25 projets qui avaient été retenus en 2023 sur plus de 100 dépôts de demandes. Et en termes d'euros, c'est 7,5 millions d'euros qui ont été attribués sur plus de 41 millions d'euros qui avaient été demandés. C'est à peu près ça l'idée. En 2024, toujours pour la Maison de la Petite Enfance, la commune avait réussi à avoir une aide à hauteur de 276 000 euros. Et donc cette enveloppe globale de la décile, comme pour le fonds vert, ça diminue en 2025. Ça passe de 570 000 à 420 000, 1 million d'euros. Pardon. Donc, ce qui est important, c'est que ce CRTE qui s'appelait Contrat de relance et de transition énergétique, s'appelle toujours CRTE cette année, mais ça veut dire Contrat pour la réussite de la transition écologique. Je tenais absolument à le dire, parce qu'il y a eu une circulaire officielle pour dire que... On passe de relance à réussite. À réussite, et le reste diminue, mais le vocabulaire augmente. La taxe d'habitation, en 2023, il n'y a plus de taxe d'habitation sur la résidence principale. En revanche, les collectivités conservent toujours le produit des taxes d'habitation sur tout ce qui est résidence secondaire et logement vacant. Cette taxe d'habitation sur les résidences principales qui a été donc perdue en termes de recettes par les collectivités a été compensée par la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui était jusqu'alors perçue par les départements. Donc il y a eu un petit transfert. Effectivement, ça a complètement annihilé cette perte de recettes. On avait eu un sujet aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était peut-être fin 23 ou début 24, où on parlait des logements vacants. Et finalement, on avait vu qu'avec les décrets, la ville de Saint-Leu ne pouvait plus faire d'action concernant les logements vacants en termes de taxation, parce que la commune était dans une zone dite tendue, et donc il n'y avait plus possibilité d'action. La seule possibilité qui nous restait, c'était d'agir sur les taxes des résidences secondaires. Donc bon voilà, c'est juste un petit rappel. Le FPIC, vous vous souvenez, Fonds de péréquation intercommunal, ce sujet-là, c'est en gros un transfert d'argent des communes riches ou des intercos riches vers celles plus reconnues pauvres. Ça se gère au niveau des intercommunalités. L'AXO et ses communes membres sont bénéficiaires du FPIC. On est plutôt reconnu comme étant une interco pauvre. Pour Saint-Leu-d'Esserand, c'est un rappel historique, le passage de Pierre-Sudoise à l'AXO a changé du tout au tout. À Pierre-Sudoise, à Saint-Leu-d'Esserand, on payait à la fin, sur les dernières années, 400 000 euros de FPIC, on payait, et maintenant on reçoit 70 000 euros de FPIC. Le delta, c'est quasiment 500 000 euros, c'est pas neutre. Voilà. En termes de transfert de compétences, il n'y en a pas eu en 2024, donc il n'y a rien qui a été transféré en compétences de Saint-Leu-d'Esserand vers l'AXO, et de toutes les communes, quelles qu'elles soient, vers l'AXO. Ensuite, si on fait un petit point sur l'AXO, le DOB a eu lieu le 6 février, le DOB de l'Interco. Bien évidemment, ça commence aussi par une analyse de la réalisation budgétaire 2024. On va commencer par ça aussi, nous, juste après. Les points majeurs pour l'AXO, c'est quoi? C'est que les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées. Tous les organismes, toutes les collectivités aiment bien répéter ça. C'est maîtrisé, les dépenses. Il y a eu quand même la mise en place de la TEOM, d'accord, qui est pas neutre. Ça a généré des recettes à 4,6 millions d'euros pour l'agglomération. Le programme pluriannuel d'investissement est à hauteur de 17 millions d'euros. Il y a eu le renforcement de la solidarité intercommunale par la création de la DSC. Je vais vous en parler un tout petit peu plus loin.
Pardon ? Oui, oui, oui. Et puis, il y a eu en 2024 la recherche de compétences à transférer de façon à améliorer le coefficient d'intégration fiscale, le CIF. En fait, ce coefficient d'intégration fiscale a un impact assez important pour l'agglomération, justement sur tout ce qui est dotation reçue de l'État, sur tout ce qui est fiscalité. Et à ce stade, aujourd'hui, on n'atteint pas le seuil qui va bien, parce que l'AXO n'a ou pas transféré, récupéré suffisamment de compétences des diverses communes qui la forment, ou potentiellement transfère trop d'argent à travers les attributions de compensation. Et tout ça fait que le coefficient d'intégration fiscale est trop bas, et donc il y a un impact assez fort. Donc le travail est en marche. Politiquement, comme on arrive quand même à une fin de mandat, l'idée c'est que de grosses discussions soient faites avec les 11 communes sur ce sujet-là, en termes de transfert de compétences et de peut-être négociations, de discussions sur les attributions de compensation, pour qu'un projet soit défini fin 2025, voire tout début 2026, et qu'il soit mis en main dans la nouvelle équipe qui gérera l'agglomération et les différentes équipes politiques qui peupleront chacune des 11 communes. Voilà. Donc c'est ça le projet. Il n'y aura pas de décision prise fermement avant les prochaines équipes. Mais effectivement, comme tu le dis, la mise à plat des compétences qu'il serait souhaitable dans une approche intercommunale de transférer a déjà commencé dans un groupe de travail auquel on participe. Chaque commune dit actuellement quelles seraient ses propres idées. Nous, on en a sur un certain nombre de choses. Et dès que ça frémit un peu plus, on partagera bien entendu l'orientation, parce que comme l'a dit Laurent, voilà, ça sera vraiment officiellement bouclé fin 2025, mais transféré à la main des nouveaux conseils municipaux élus en mars prochain. Je t'en prie. Donc voilà, après, les points, on va dire, forts sur les réalisations 2024, donc pour l'agglomération, pour l'AXO, ça a été la création de l'espace Carrefour de femmes, un important travail qui a été réalisé sur l'amélioration du tri des déchets, et notamment la préparation à la mise en œuvre de la collecte des biodéchets, qui va impacter Saint-Leu-d'Estran, comme toutes les autres communes, avec plusieurs dizaines, on peut aller jusqu'à 40 même, points de dépôt de collecte de biodéchets. Il y a eu l'accueil de la Flamme olympique, bien sûr, qui a été un événement majeur pour l'agglo, et l'élargissement de 2 nouveaux quartiers prioritaires de la ville, la construction de la passerelle et le lancement de réflexions sur le pôle d'échange multimodal, etc., etc. Les orientations budgétaires 2025, évidemment, elles doivent répondre au projet de territoire. On en a parlé la dernière fois, je ne reviens pas dessus. Au programme prévisionnel des investissements et un des sujets donc, majeurs, c'est le pacte fiscal et financier, on vient d'en parler. Un petit clin d'œil sur la dotation de solidarité communautaire. C'est donc un reversement de 400 000 € à l'ensemble des communes. Donc ça a été évalué par les services de l'AXO, et Saint-Leu-d'Estran touche 25 000 € sur ces 400 000 €. Et évidemment, c'est une aide, donc ça a un effet négatif sur le coefficient d'intégration fiscale pour l'agglomération. Je vous ai parlé des solutions pour améliorer ce coefficient. Donc c'est soit transformer une partie des attributions de compensation en dotation de solidarité communautaire, ou alors un transfert de compétences. À noter que pour l'agglomération, hormis la création de la TOM, donc la nouvelle taxe sur les ordures ménagères, il n'est pas envisagé d'augmenter les différents taux de fiscalité. En termes d'actions nouvelles et d'engagements incontournables à financer, juste pour faire les têtes de chapitre, il y a Gare Cœur d'Agglo, bien évidemment, en 2025, qui reste un gros projet pour l'agglomération. Le sujet environnemental et gestion des déchets, avec des sommes conséquentes qui vont être déployées. Des sujets sur les voiries communautaires et un programme de travaux sur 10 routes, notamment une à Saint-Leu, qui est la rue Marcel Paul, et donc ça pour un montant de 550 000 €, donc un investissement assez fort. Peut-être un petit mot là-dessus. Donc c'est la rue qui dessert la déchetterie et qui va jusqu'à l'agence Eurovia. Nous avions souhaité il y a quelques années la placer sous un statut de voie d'intérêt intercommunal, puisque elle est la voie principale d'une zone d'activité, et comme l'AXO a la compétence développement économique
et récupère les impôts des entreprises, il était normal qu'ils prennent en charge les dépenses concernées par le développement économique. C'est en cela qu'on a pu intégrer cette rue dans un planning, un programme d'intervention de voirie, pour une somme qui, comme vous le voyez, est très significative, et qui montre qu'on avait raison de renoncer à une petite partie de notre dotation, de nos attributions de compensation, puisque c'était 20 mètres linéaires, donc ça devait faire 20 euros par mètre linéaire, ça faisait quoi, 1 kilomètre, donc ça faisait 20 000 euros par an. Ouais. Donc avec ce qu'on récupère, c'est pas une mauvaise affaire. Et en plus, comme vous le savez, à côté de la déchetterie, il y a un site vide qui était auparavant, jusqu'à il y a 2 ans, un quai de transfert du SMDO dans lequel arrivaient les bennes à ordures et dont le contenu était rebalancé sur des containers ferroviaires. Là, comme je pense vous l'avoir dit, il y a une grosse réflexion de la part de la recyclerie qui est basée à Villers-Saint-Paul pour ouvrir un deuxième site sur Saint-Leu, qui serait plutôt un village du réemploi et de la réparation, avec une recyclerie orientée matériaux de construction. Si je vous dis ça, c'est que tant la déchetterie que cette recyclerie ont besoin d'une voie de garage, enfin de stationnement de véhicules le long de la rue Marcel Paul. Et l'AXO va faire l'étude pour imaginer cette voie d'attente avant de faire la voirie. Donc on bénéficiera cette année non seulement d'une voirie neuve, mais d'un élargissement de la route et d'une meilleure condition de sécurité pour attendre devant la déchetterie et devant la recyclerie. Voilà. Merci Frédéric. Donc également des investissements en termes d'habitat, de mobilité. Dans la mobilité, un petit clin d'œil aussi sur les études et les travaux de démarrage pour les berges de l'Oise. Et donc pour 300 000 euros, pour le coup, ça nous intéresse directement. En termes d'aménagement, d'équipements portuaires, fluviestres et touristiques, et notamment la maîtrise d'œuvre pour la flottille à Saint-Leu-d'Estran pour 95 000 euros. Voilà, un petit commentaire sur les deux en même temps. Donc là, sur les berges, on a attendu un moment certain et un certain moment, mais ça y est, l'année 2025, comme je l'ai dit, au vœu, se confirme comme le lancement des travaux, avec un premier segment, pour être plus précis, entre la flottille et EDF, qui est un parking qui nous appartient. Un deuxième segment qui dépend de notre capacité, que j'espère réelle, à acheter les berges de l'Oise devant la flottille, et ce même avant la transaction qui concerne le restaurant lui-même. Et puis un troisième segment, et non des moindres, qui est la passerelle qui va passer au-dessus de la rivière Terrain, qui se jette dans l'Oise, dans la rivière Oise à Saint-Leu, à côté de l'Écluse. Et c'est pour ça que cette somme-là n'est pas dans les 300 000 euros, mais elle sera là pour le coup sur 2026. En fait. Voilà. Très bien. Et ensuite, en termes d'investissement, entretien et pérennisation du patrimoine et du matériel intercommunal. Donc voilà, tout un tas de projets pour l'agglomération. On passe à Saint-Leu, après cette introduction. Donc, il y a un petit rappel d'abord sur les règles de l'équilibre budgétaire. Je ne reviens pas dessus, on en parle très très souvent. On rentre directement dans le détail, et notamment le détail par section. Et on commence par les dépenses courantes de fonctionnement. Donc on est bien sur l'année 2024. Vous avez 3 colonnes qui comparent le réalisé 2022, le réalisé 2023 et le réalisé 2024. Et la différence entre ce qu'on a réalisé l'année dernière et ce qu'on avait réalisé l'année d'avant. Donc c'est assez intéressant toujours de comparer. Vous voyez qu'en termes de 0,11, en termes de charges à caractère général, on est presque à 200 000 euros de plus de dépenses. Et on va pouvoir l'expliquer en dessous. Et sur tout ce qui est charges de personnel, on est à 170 000 euros de plus. D'accord ? Pour un total dépenses courantes de fonctionnement de 7 182 000. C'est important parce que ce chiffre-là sert à calculer notre capacité d'autofinancement. Dans les explications sur le 0,11 et le 0,12, pourquoi on a dépensé un peu plus ? Sur la partie 0,11, on a eu notamment de nombreuses réflexions de voirie pour
environ 71 000 euros de plus. Et également, il se trouve qu'on a eu la cotisation d'assurance pour le personnel qui, avant, était inscrite dans le 012, a dû être inscrite cette fois-ci dans le 011. C'est des changements de règles financières associés à notre règlement, la M57. Donc ça nous a fait une dépense de 101 000 euros de plus. Donc ça, ce sont les deux raisons majeures qui nous amènent quasiment aux 198 000 euros. Concernant le 012, on a donc plusieurs explications. La première, déjà, c'est qu'on avait prévu au BP 215 000 euros de plus, qui était dû essentiellement à la valeur du point d'indice qui avait été déjà rehaussée en juillet 2023. Donc ça, c'était uniquement sur la fin d'année, de juillet 2023 à décembre 2023. Évidemment, sur toute l'année 2024, ce n'était pas 6 mois, mais 12 mois qu'il fallait prendre en compte. Et d'autre part, il y a eu à nouveau une revalorisation de 5 points d'indice au 1er janvier 2024. Et donc tout ça, c'était 68 000 euros. Il y a eu des recrutements, des avancements 2023 qui ont impacté 2024, c'est-à-dire que c'était fait en cours d'année. Et évidemment, tous ces recrutements et avancements ont eu 12 mois de conséquences en 2024. Ça fait 68 000 euros de plus. On a recruté un responsable des systèmes d'information pour 32 000 euros. Il y a eu des régularisations sur tout ce qui est mis à disposition d'agents informatiques à l'AXO. En fait, on utilisait les services de l'AXO et on n'avait pas réglé, parce qu'on ne nous l'avait pas demandé, simplement, entre 2021 et 2024, ce qu'on devait à l'AXO. Donc, on a dû, cette fois-ci, régler 17 000 euros. On avait instauré, rappelez-vous, le CIA, qui est un complément indemnitaire annuel, qui va dans le calcul de rémunération des agents de la collectivité. On avait mis une enveloppe de 20 000 euros. 16 000 euros ont été attribués aux agents. Une prime de pouvoir d'achat pour 10 000 euros. Et puis, dans un des services, pour anticiper le remplacement d'un agent et pour pouvoir faire un tuilage, passation de consigne, on avait eu un doublon pendant 1 mois et demi de 2 agents, donc sur un même poste, et ça a fait 4 000 euros de plus. Donc on a les 215 000 euros qui s'expliquent ici. Des dépenses imprévues qui sont liées pour divers remplacements maladie, congés maternité, à hauteur de 75 000 euros. On a eu également un passage d'un agent en retraite invalidité pour 8 000 euros et des élections législatives qui sont venues se greffer et qui n'étaient pas prévues pour 6 000 euros. Donc tout ça, ça a ajouté 89 000 euros. En moins de ces dépenses supplémentaires, le temps de recruter certaines personnes suite à des départs, forcément, il y a des mois vacants où il n'y a pas d'agents. Et donc ça a fait économiser, entre guillemets, à la collectivité 35 000 euros. Et puis, le fameux transfert de l'assurance du personnel entre le 012 vers le 011. Donc si ça fait plus 101 000 euros dans le 011, ça fait moins 101 000 euros dans le 012. Donc tout ça fait qu'on arrive à un supplément dans le 012 de 168 000 euros. Voilà les explications. Il y a des petits suppléments, des petites baisses, sur la partie 65, qui sont des baisses de frais de scolarité à régler. Bon, ok. Et puis pareil, un petit sujet en 67, mais je vais pas dessus. Voilà pour la partie dépenses de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Non? Ça vous paraît clair? Sur les recettes courantes de fonctionnement, donc ça c'est le côté agréable quand même, c'est que si on peut s'inquiéter de l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement, on peut se réjouir parce que nos recettes grandissent d'autant. Donc c'est quand même plutôt rassurant de ce côté-là. Vous avez pareil le détail, donc entre le 013 qui est un chapitre atténuation de charges et qui correspond essentiellement aux indemnités journalières que l'on touche lorsqu'on a des agents qui sont en arrêt maladie. Alors, il y a une baisse, vous le voyez, de 59 000 euros. On est passé de 172 000 à 112 000 euros sur cette ligne-là. Ça, c'est essentiellement dû au fait qu'on avait choisi d'arrêter la couverture pour la maladie ordinaire. Et on a eu, en 2024, vraisemblablement beaucoup d'arrêts suite à des maladies ordinaires. Et donc, on a eu peu d'indemnisation là-dessus.
Sur tout ce qui est ensuite, alors 73, 731, 74, c'est toute la partie, on va dire, dotation, impôt, fiscalité. La deuxième ligne, 70, c'est le produit des services. C'est tout ce que la collectivité fait en termes de services et vend à nos administrés. Donc on parle ici de quoi? De périscolaire, de restauration scolaire, de centres de loisirs, de cours de musique, de toutes ces choses-là. Donc vous voyez que on avait essentiellement beaucoup augmenté entre 2022 et 2023, et ça c'était notamment dû au changement de tarification, et puis probablement aussi à l'amélioration des services qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui viennent dans nos différents services. Et puis cette année, on a fait la même chose, voire un petit peu mieux. On a gagné 8 700 € de plus. En termes de fiscalité, donc vous voyez que les chiffres pour 2024 sont un peu plus élevés. Si on additionne 73, 731 et 74, on est à quasiment 200 000 € de plus. 200 000 € de plus. Alors, ça se traduit par quoi? Au 70, par exemple, on a eu le remboursement de travaux d'éclairage public, de tout ce qui était résidence Charles de Gaulle et Noël. Donc, vous vous souvenez, on avait, nous, fait des dépenses qu'ensuite, on avait demandé remboursement à Oise-Habitat. Donc là, on a récupéré 16 000 €. On a eu, en échange de ça, une petite diminution de recettes famille sur les services à la population de moins 7 000 €. Bon, 70, ça fait un petit gain quand même de 8 000 €. Sur le 73, on récupère ici 25 000 € donc de la fameuse DSC, dotation de solidarité communautaire, qui est versée de l'AXO. Vous vous souvenez, les 400 000 qui sont répartis dans les 11 communes. On a eu une diminution du droit de mutation et une petite diminution du FPIC. Bon, tout ça, ça fait que le 73 a augmenté de 14 000 €. Le 731, lui, a augmenté de 139 000 €. C'est beaucoup. On retrouve ici l'impact des bases d'imposition des taxes foncières qui font que, naturellement, les recettes augmentent. Et donc là, ça a augmenté à la hauteur de 87 000 €. Et on a la fameuse TCFE, la taxe sur la consommation finale d'électricité, qui, elle aussi, a bien augmenté et donc nous rapporte 49 000 € de plus cette année. Au chapitre 74, on a récupéré 65 000 € qui sont le versement de soldes de recettes de la CAF 2023 et 2024 et 11 075 € pour des remboursements de sinistres. Donc voilà, vous voyez que le total recette de courante de fonctionnement se situe à hauteur de quasiment 8 100 000 €. D'accord ? Donc vous vous souvenez, en dépenses de fonctionnement, on était à 7 millions 2 et en recettes, on est à 8 millions 100. On va en reparler un petit peu plus loin. Sur les recettes, est-ce que vous avez des questions particulières? Non, ça va? Les taxes locales, la collectivité a choisi de maintenir le taux des taxes en 2024 à hauteur de ceux de 2023, donc pas de sujet. Vous les avez à l'écran. Et donc sur tout ce qui est taxe d'habitation sur les résidences secondaires et taxes foncières bâties ou non bâties, le total des produits monte à 2 342 000. Par rapport donc aux deux chiffres juste avant, donc les recettes courantes et les dépenses courantes de fonctionnement, on en déduit directement la marge d'autofinancement, d'accord, ce qu'on est capable de dégager de notre fonctionnement pour derrière faire ce qu'on veut, c'est-à-dire rembourser de la dette si on veut rembourser de la dette, ou rembourser de la dette et faire des investissements, ou ne faire que des investissements. Voilà, ça, c'est de l'argent qu'on a pour investir. Et vous voyez que la marge d'autofinancement se situe en prenant le total, avec charges et produits financiers, à hauteur de 839 000 €, c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau de 2021. On avait eu des années 2022-2023 qui nous avaient permis de dégager un petit peu plus de marge d'autofinancement. On est au niveau de 2021. Voilà pour ça. On peut passer à l'investissement si vous voulez. Sur la partie investissement, vous avez, pareil, peut-être sans rentrer vraiment dans le détail dans un premier temps, allez voir la ligne qui s'appelle dépenses courantes d'investissement, juste pour voir qu'on a dépensé un petit peu moins en 2024. On est à 1 260 000, on va dire, pour 1 530 000 en 2023, mais ça reste l'ordre d'idée de ce qu'on est capable de faire à Saint-Leu. On est toujours à 1,2 million autour de ça.
si on ne fait pas de folie ou si on n'a pas beaucoup d'aide pour faire de grosses choses, comme en 2022, vous voyez qu'on était à 2,5 millions, mais là, il y a la piste d'athlétisme qui est directement impactée dedans. Alors, si on détaille un petit peu les investissements qu'on a fait en 2024, il y a eu la première partie de la maison de la petite enfance, qui s'est montée à hauteur de 537 000 €. Le reste sera dépensé en 2025. On a eu des travaux de voirie pour 95 000 €. On parle ici de quoi? De la première phase de l'aménagement de la rue d'Ardilière, associée au déplacement du poteau électrique, à la démolition et à la reconstruction de la grange, toujours dans cette rue d'Ardilière, et puis notamment le raccordement du chemin des Brossiers vers le Haut-Mettemont, là, qui permet un meilleur accès au terrain du maraîchage, et ça pour 34 000 €. On a pu, et on espère pouvoir continuer cette année, remplacer les fenêtres et stores au premier étage côté cour de l'école élémentaire Raymond de Carbon, et ça pour 80 000 €. Nous avons réalisé la phase 5 du travaux d'éclairage public pour 59 000 €. La télégestion des systèmes de chauffage, et ça concernait cette année la mairie, l'école élémentaire Raymond de Carbon, la salle agriculture, le gymnase Jean Massé, donc un peu tout ce côté-là, hein, d'accord, de la ville, pour 50 000 €. On a fait quelques travaux sur les bâtiments communaux pour 50 000 €, notamment l'isolation des ateliers des services techniques, ça c'était important. On a pu faire des travaux sur le bâtiment qui se situe entre le restaurant scolaire et l'école primaire JB Clément pour 40 000 €. Renouvellement du système d'alarme. Et là, on parle de mairie, musée, maison des sportifs, complexe Pascal Grousset, atelier des moines pour 35 000 €. Des études diverses pour 37 000 €. On a pu remplacer les volets en bois de la salle des mariages et de la salle cheminée. Ça valait vraiment le coup, y compris en termes de sécurisation, ça c'est sûr, et peut-être même un petit peu aussi en termes d'isolation quand c'est fermé, quand c'est en meilleur état, c'est toujours un peu mieux, pour 26 000 €. Des travaux sur les bâtiments sportifs pour 26 000 €. Les travaux au cimetière pour 22 000 €. Le raccordement très haut débit pour le quartier des Trois Étangs pour 20 000 €. Et je ne vais pas plus loin. Après, c'est des petits montants. Vous lirez la suite. On a un petit paquet également d'investissements pour tout ce qui est équipement de nos services qui ont été achetés en 2024. Donc, il y a le détail qui est fait. Grosso modo, si on additionne tout, on en a pour un peu plus de 100 000 €. Voilà pour les dépenses d'investissement. Peut-être je peux relayer un peu. D'abord sur le chapitre que tu as passé vite, qui concernait l'état des lieux des services rendus en 2024. C'était en une ligne dans le document, mais ça renvoyait à un gros document de 57 pages dont je ne me lasse pas de vous parler. Et je propose au service de le montrer avec deux flashs, l'un sur l'organigramme, qui est au tout début du document, et après sur une synthèse de quelques chiffres. Donc l'organigramme, c'est que, voilà, merci. Autour du directeur général des services ici présent, il y a une dizaine de pôles dont vous voyez là les cases qui correspondent à des métiers. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de membres du comité de direction et avec eux, je vais dire en dessous, mais avec eux, des responsables métiers. Et c'est toutes ces activités-là qui correspondent aux services que nous rendons. Nous avons pris l'habitude depuis plusieurs années de faire ce rapport annuel sur les services rendus. C'est un document tout à fait important et que je vous propose de regarder chaque soir, et je propose aux adjoints d'apprendre 10 indicateurs clés de leur domaine pour pouvoir les ressortir dès que possible. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment formaté, ce document, pour rappeler quels sont les moyens humains qui sont mis en œuvre, quels sont les objectifs du service, quels sont les grands chantiers qui ont été mis en œuvre et la contribution de service, quels sont les services récurrents qui sont rendus, et quels sont les indicateurs d'activité qu'on peut avoir. Les encadrés que je vous propose de regarder maintenant montrent quelques exemples de ce que fait chacun des pôles concernés. Donc, si on le fait dérouler, voilà, ça peut
paraître ésotérique parce que ce sont des choux et des carottes, mais tout ça est très cadré et suivi d'une année à l'autre. Donc ça nous permet, mine de rien, d'avoir, et on l'a fait encore récemment, une analyse très fine avec Laurent et les services de l'évolution ou pas des activités demandées, et ça nous permet de qualifier aussi les réflexions ou d'enrichir les réflexions qu'on peut avoir sur le fait de mettre des moyens supplémentaires. Voilà. Donc c'est très important et je pense qu'on peut en être fier, et je prends cette occasion pour remercier à nouveau les services de tout le travail accompli. Je demande au directeur général de transmettre nos remerciements à l'ensemble des équipes, parce que c'est important. Du coup, on peut revenir au document principal, et c'est vrai que là, je propose, Laurent, qu'on le fasse un petit peu ensemble, puisque ça, si tu as... Alors, recette d'investissement, excuse-moi, alors vas-y, puis après, on fait le reste ensemble. Pas de problème. La partie recette d'investissement, donc c'est le 4e volet, hein, sur 4. Alors, je vais vous donner les points majeurs en fait. Hein. La première chose, c'est vous avez une ligne 13 qui concerne les subventions d'investissement que vous voyez à hauteur de 328 655 €. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, on a réussi à avoir le fonds vert pour la maison de la petite enfance, on a réussi à avoir la DSIL pour la maison de la petite enfance, des 220 000 €, des 250 000 €. Mais Laurent, le compte n'y est pas là. Ben non, le compte n'y est pas parce qu'en fait, on n'a touché qu'une partie des subventions, et le gros des subventions devrait tomber en 2025. Pour l'instant, pour la maison de la petite enfance, on n'a eu que 158 000 € qui a été perçu en avance. C'est-à-dire qu'on a, pour la DSIL par exemple, on a touché 83 000 € sur 276 000 € prévus. Pour le fonds vert, on a touché 33 000 € pour 221 000 € prévus. Du conseil départemental de l'Oise, on a touché 42 000 € sur 169 000 € prévus. Et de la CAF, qui devrait nous verser 236 000 €, on n'a rien touché du tout parce qu'on aura tout ça plutôt à la fin des travaux, après l'inauguration, etc. Donc, effectivement, le compte n'y est pas en termes de subventions, mais on va avoir la majeure partie de ces subventions en 2025. En plus de la première partie touchée pour la maison de la petite enfance, on a eu quand même 91 000 € pour la requalification de la rue d'Ardillière. Nous avons eu 23 000 € pour la médiathèque lorsque nous avons fait des travaux de stabilisation et de consolidation. La réfection du terrain d'honneur de football de Pascal Grousset nous a permis d'avoir une aide à hauteur de 20 000 €. La deuxième phase de la requalification de la rue d'Ardillière, 15 000 €. Des travaux d'isolation de l'école maternelle Jean Massé, 7 000 €, etc. Je ne vous fais pas toute la fin. Donc, on a 328 000 € de subventions. Et la ligne 16 est importante, c'est la ligne d'emprunt à 625 854 €. Donc, vous vous souvenez, donc c'est un emprunt qu'on avait positionné lors du budget l'année dernière, au mois de février-mars, que l'on s'était dit que l'on ferait certainement cette fois-ci, puisque on savait qu'avec les travaux imaginés, la maison de la petite enfance, etc., il fallait les faire. Puisqu'on s'était dit qu'on le ferait, on l'a fait. C'est de l'argent qu'on a à disposition, j'ai envie de dire, pour les frais qui vont nous arriver là tout de suite en début d'année avec le reste de la maison de la petite enfance en fait. Donc voilà. Il y a une baisse assez conséquente sur la première ligne, dotation. On est passé de 376 000 € en 2023 à 184 000 € en 2024. Ça, c'est lié à deux choses essentiellement. Déjà, on a eu une diminution du fonds de compensation de la TVA parce qu'on a eu moins de dépenses en 2023. Donc, on a récupéré 39 000 € en moins. Et en plus, on a eu une taxe d'aménagement qui a beaucoup baissé par rapport aux années précédentes, puisque forcément, en 2023, on avait touché des sommes conséquentes liées aux travaux de 2022, aux constructions qu'on avait pu faire entre l'Orée du Lac, Link City, etc. Voilà. Donc ça fait moins 154 000 €, tout ça. Voilà pour cette partie-là. On peut passer à l'endettement, c'est un point qui est intéressant aussi, l'endettement. Vous avez le tableau à gauche
de l'endettement directement, hein, ce que l'on doit encore en termes de capital. Donc vous voyez qu'au 31 décembre 2018, il est à 6,2 millions. Si on prend même, on va dire, cette équipe municipale qui est arrivée courant 2018, donc on va prendre le 31 décembre 2017, on était à 6,7 millions en fait, 6,7 millions. Cette année, au 31 décembre 2024, on est à 5,4 millions. Donc en fait, depuis depuis 7-8 ans, on a réussi à désendetter la ville d'1,4 million, en plus d'avoir fait tout ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire le stade, la qualification de la rue d'Ardilière, la maison de la petite enfance, tout ce qui est plan d'économie d'énergie, etc., à droite et à gauche, les fenêtres qui ont été changées dans les écoles, etc. Donc ça a été un savant curseur, un savant mélange de positionnement de curseur sur on désendette un peu la ville et en même temps on investit parce qu'il faut faire des renouvellements à droite à gauche parce qu'il y a nécessité, quoi. Donc ça c'est important et on en parlera évidemment dans un mois pour le budget. On ne prévoit pas d'endettement supplémentaire sur la dernière année de mandat, donc on devrait encore baisser et passer sous les 5 millions pour le 31 décembre 2025. D'accord ? Voilà. Petit clin d'œil très rapide sur la DGF. Vous avez les montants. Donc vous voyez effectivement depuis 2022, c'est plutôt stable, hein, légèrement en dessous de 200 000 euros là, depuis 4 ans. Le FPIC, c'est pareil, c'est stable et ça va être stable encore pour encore une année ou deux. Peut-être qu'il y aura des discussions à nouveau avec l'AXO sur ce sujet-là, mais pour l'instant aux alentours de 70 000 euros. Peut-être un petit peu moins 2025, voilà, 69 161 euros. L'attribution de compensation, donc, qui correspond à ce qu'on a pu échanger quand on a rejoint l'agglomération donc en 2017. Hein, donc 2 423 000, ça n'a pas bougé. Voilà. Voilà pour la partie chiffrée, Frédéric. Merci beaucoup. On continue à le faire à deux voix, dans la mesure où la transition entre ce que Laurent vient de dire sur l'endettement et la partie sur les projets, c'est que, comme vous le voyez, page 22, il y a eu un avancement décisif des grands projets et on continue en 2025 à vous proposer d'avancer celui qui est le dernier projet communal du mandat, c'est le quartier Jean Massé, hein, qui est finalement le lieu d'extension du cœur de ville sur lequel on a travaillé. Par contre, ce qui va aussi avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le grand chantier qui est vraiment plutôt financé par l'AXO sur les voies sur berge, puisqu'il y en a quand même pour 3,5 millions sur l'ensemble entre Creil et Saint-Leu. Et puis, comme ça a déjà été dit, la maison de la petite enfance est derrière nous en termes de sueur, elle est devant nous encore en termes de subventions à verser et devant nous tous, j'espère, en mai, probablement, en termes d'inauguration. Ce qui veut dire que dans cette dernière année du mandat 2020-2026, les orientations qui vous sont proposées sont de finaliser un certain nombre de choses. Donc, la maison de la petite enfance, je viens de le dire. La rue d'Ardilière aura besoin de finalisation de 50 mètres, qui nous résiste encore, puisqu'il y a eu un petit début de fragilisation d'un mur privé sur lequel on travaille en ce moment avec le propriétaire privé. Mais cette rue est un exemple parmi d'autres de nos vrais enjeux de circulation, ce qui fait que ce n'est pas une orientation budgétaire que j'évoque, mais c'est une orientation de travail. Nous souhaitons vraiment améliorer la sécurisation de la route départementale 44, qui passe donc sur le pont de Saint-Leu et passe sur la voie ferrée. Il y a des travaux comme en ce moment sur tout ce qui est eau potable, mais c'est surtout une orientation de revendication avec, vous vous souvenez, la motion que nous avions votée ensemble en décembre dernier et qui doit continuer à déclencher des soutiens de part et d'autre. Dans les orientations qu'il faut garder en mémoire, c'est que nous avons encore, entre guillemets, une réserve foncière, non pas
propriété de la ville, mais propriété privée, dans le quartier qui s'appelle maintenant les Trois Étangs, ex-quartier Stradal. Il reste encore 2 hectares à urbaniser. Et il faut bien s'en souvenir par rapport aux réflexions en cours sur le plan local d'urbanisme. Il y a une réflexion à avoir sur la poursuite d'un développement qui soit maîtrisable, et notamment parce qu'il reste encore déjà ces surfaces-là. Comme ça a déjà été dit à l'occasion de la demande de subvention et par Laurent également, le nouveau quartier de centre-ville Jean Massé sera par contre une vraie dépense pour 2025. Tout à l'heure, vous l'avez vu, les dépenses communales ont été chiffrées à 200 000 euros sur l'année. Donc ça, c'est une orientation qu'on vous propose vraiment de retenir pour avancer décisivement. On retrouve les... non, alors les Oui. travaux qui donnaient lieu à demande de subvention, c'était 200 et le total des travaux serait 420. C'est ça, ouais. Il faut rajouter l'enfouissement du SE60 qu'il faudra qu'on paye quand même. Qu'on paye, même s'il y a aussi une subvention Oui. dans le calcul des prix qui sont donnés là. Effectivement, c'est 400, donc ça, c'est très important en termes d'orientation pour cette année. Il serait intéressant, si vous le souhaitez, de mettre un peu d'argent dans une étude sur la friche Sauvafim, puisque on y était encore ce matin avec M. Hautecoeur et M. Mazet. À la base de loisirs, la commune met à disposition ce terrain pour servir de deuxième parking de la base de loisirs, mais c'est une utilité réelle à court terme. Il y a d'autres utilités à moyen terme qu'il faudrait prendre en compte dans une étude transversale, puisque, souvenez-vous, c'est toutes les réflexions sur le déplacement de la fête foraine qui pourrait venir là, les réflexions sur peut-être une aire de camping-car, les réflexions sur un lieu de manifestation également de plein air. Donc ça vaut la peine quand même si on avait retardé un petit peu cette étude, ça vaut la peine de la faire avant la fin du mandat. Et puis il y aura une orientation de travail qui est le plan local d'urbanisme dont j'ai déjà parlé et qui représente aussi une petite dépense de quelques dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas rien. Sur la zone du Renoir, j'ai déjà évoqué ce qui va se passer au niveau des travaux de voirie, mais il nous faut à nouveau rappeler que nous restons sur notre faim, sur l'occupation de 2 terrains importants de 3 hectares chacun dans cette zone. Et c'est aussi une orientation de travail que de chercher à amener les propriétaires privés à mieux occuper, c'est pas difficile, leurs terrains qui sont actuellement vides. Donc je parle pour l'un de la Chambre de commerce de l'Oise et pour l'autre d'une alliance entre concurrents qui sont Colas et Eurovia. La redynamisation des commerces inoccupés, on en a déjà parlé en avant-première tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, mais c'est intéressant aussi en termes de développement économique. Et puis, il y a derrière ces grands projets aussi des orientations de modernisation permanente. C'est ça qui nous permet d'être fiers des services rendus l'année dernière et encore cette année. Donc, peut-être que là, tu peux reprendre le flambeau, s'il te plaît. Le 7-2. Oui. Alors, donc sur cette partie-là, il y a eu plusieurs points qu'on peut évoquer. Donc, pour la partie police municipale, évidemment, en 2024, il y a eu les policiers municipaux qui ont été dotés d'armes de poing et de caméras individuelles portatives. Et ça, bien évidemment, pour optimiser la sécurité, leur sécurité sur la voie publique. Un renforcement du réseau de caméras qui a permis en 2024 à la gendarmerie d'effectuer plus de 120 visionnages. Donc, c'est pas rien. Il y a une vraie coopération entre la municipalité et son matériel et la gendarmerie. Une optimisation de la sécurité des personnes dans les bâtiments publics et notamment avec un nouveau plan PPMS, un plan particulier de mise en sûreté pour les écoles et un plan de sûreté des services municipaux et des locaux municipaux utilisés par les tiers. Des systèmes d'information optimisés. Notamment, on travaille beaucoup sur un logiciel qui s'appelle Atal et qui permet d'organiser le travail essentiellement de nos services techniques, services espaces verts. Donc ça, c'est important. Et sur la municipalité,
Pour tous nos services, ce sont plus d'une vingtaine de logiciels métiers qui existent et qui permettent d'optimiser le travail, que ce soit chez les RH, à la solidarité, aux scolaires, etc., etc. Professionnalisation des services, avec alors notamment la mise en œuvre d'un projet éducatif en 2023-2028 en concertation avec les parents d'élèves, dans lequel on retrouve 3 axes principaux que sont l'épanouissement personnel, la socialisation et la citoyenneté. Bien évidemment, sur la partie scolaire, on a la partie démarche complète et mise en place à poursuivre pour réduire le gâchis alimentaire. Donc ça, c'est un vrai travail qui est initié depuis combien maintenant? 4 ans, ouais, 4 bonnes années, qui a permis d'arriver à un résultat de 0 gâchis, quasiment 0 gâchis. Si on intègre les le poules rôle positif des poules municipales, on est proche de 0, mais on est à 15% en brut, ce qui est déjà 2 fois moins qu'il y a 4 ans. Évolution de la médiathèque en un lieu de vie pour les individuels et les classes scolaires. Il y a eu notamment l'an dernier création d'une ludothèque et d'une tisanerie et d'une grénothèque avec du matériel qui a permis d'habiller ces 3 lieux et qui va encore cette année s'améliorer bien sûr. Des innovations dans le programme chaque année de la partie événementielle et notamment maintenant avec un regroupement de toutes ces animations sur 3 moments clés de l'année, la rentrée, l'hiver et l'été. Une politique de ressources humaines qui est orientée notamment sur un suivi de plus en plus structuré de l'évolution professionnelle. Et je ne rentre pas dans le détail en particulier. Modernisation et entretien des locaux, des espaces. On retrouve dans l'École des Arts un rafraîchissement des locaux qui s'est poursuivi en 2024, même si on sait qu'on peut encore faire plein de choses dans ce bâtiment-là. C'est un point d'attention et notamment une mise en norme PMR des toilettes qui ne pourra se faire qu'après un renforcement du sous-sol. Donc ça, c'était un des objectifs qu'on avait et qui malheureusement prend un petit peu du retard avec ça. Sur la partie médiathèque, on en parlait tout à l'heure, hein, on a touché les subventions, donc il y a eu des travaux importants qui ont été faits sur la consolidation du bâtiment. Maintenant, il faut poursuivre dans tout ce qui est changement mobilier, réorganisation des bureaux du personnel, de façon à ce que l'espace soit mieux occupé et qu'il y ait à nouveau un espace public un peu plus conséquent. Le musée, on a eu des travaux également techniques, hein, donc avec des travaux de purge sur les parois internes en 2024. Et puis, il est peut-être temps de réfléchir à un nouveau fonctionnement, une nouvelle idée, une nouvelle thématique dans l'utilisation de ce bâtiment et donc peut-être un musée qui se transformerait en un lieu d'exposition temporaire autour de l'histoire et des arts. La résidence autonomie, qui, pareil, a fait l'objet de différents sujets cette année, notamment Oise-Habitat qui a œuvré pour la mise aux normes de l'accessibilité de l'entrée de la résidence, des WC communs et des accès aux patios. Donc ça, c'était important et les travaux sont en cours, seront terminés qu'en 2025 et tout ça pour un coût de 31 000 €. La collectivité va engager des travaux financés par la CARSAT. Alors ça, pour le coup, je ne connais pas cet organisme, Frédéric. CARSAT. Alors, c'est pas, ça te parle? C'est pas des accessoires de voiture. C'est une caisse de retraite complémentaire ou une caisse de financement. C'est ça, oui. C'est un piège. Qui a des financements qui ont été très bien identifiés par le pôle solidarité et qui nous permettent de financer ces animations pour ces personnes âgées. Donc c'est vraiment très bien. Et donc ça permet notamment d'organiser donc des moments de gymnastique, de yoga, d'ateliers mémoire et de prévention. Et
tout ça, c'est plutôt pertinent pour nos aînés. Des éclairages LED qui ont été installés dans les espaces communs. Rénovation du parvis de la mairie. Donc, on avait fait une belle étude globale en 2024 qui permettait de revoir les zones de circulation, le stationnement, les accès PMR aux différents bâtiments qui sont de part et d'autre de ce parvis. On imaginait aussi des espaces publics et paysagers, mais le bilan de l'étude nous a amené à un total suffisamment important pour qu'on y renonce, en tout cas dans un premier temps et dans cette forme-là. Donc, il est prévu un premier temps en 2025 quelques travaux de reprise des secteurs qui sont les plus endommagés, de façon à ce que l'accès soit sécurisé, en tout cas l'accès principal à la mairie. Le programme d'entretien pluriannuel des bâtiments, évidemment, ça c'est important, parce que tout bâtiment non entretenu se dégrade fortement et coûte beaucoup plus cher, et toujours dans un esprit de plan de sobriété, c'est important qu'on ait des actions annuellement sur chacun des bâtiments, que ce soit dans la télégestion des systèmes de chauffage, dans, comme disait Sébastien, le changement des différentes chaudières, etc. L'abbatiale, évidemment, qui est un lieu culte. Et donc, tous les Lupovissiens sont très attachés à ce lieu. Hein. Dès qu'on a lancé un concours photo qui ne concernait pas forcément l'abbatiale, moi, je crois que 80% des retours, ça a été des photos de l'abbatiale. Donc, bon, c'est le sujet, le lieu symbolique de la ville. On avait aussi fait une grosse étude il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et la rénovation globale montait à plus de 18 millions d'euros. Hein. Donc, on se rend compte que ça dépasse largement les moyens d'une petite collectivité comme Saint-Leu-d'Esserand et qu'il va falloir faire des efforts importants pour se faire aider par la DRAC, par la recherche de financement public et privé, du mécénat, etc., etc. Il y a eu du développement d'ailleurs hein, dans cette abbatiale pour la faire vivre sous d'autres fonctions que simplement un lieu culte. Tu peux peut-être en parler, Frédéric, parce que tu es beaucoup à l'initiative de tout ça. Et Estelle aussi sur la partie culture, mais juste un mot de plus sur le fait que payer 18 millions d'euros, c'est évidemment pas un sujet de 2025 seulement. 2025, on va essentiellement continuer à crédibiliser notre besoin aux yeux de la DRAC, comme tu l'as dit, donc Direction régionale des affaires culturelles, pour mettre en place avec eux une sorte d'habitude d'accueillir avec bienveillance nos demandes de subventions. Mais le gros morceau, au-delà de tranches de maintenance des chenaux, des tuiles, etc., ce sera pour les années d'après. Mais il faut, on a une réunion bientôt avec la DRAC, il faut qu'on puisse crédibiliser ce chemin. Et puis la nouveauté aussi de 2025, c'est l'élaboration d'un dossier pour d'autres. Ouais, on prépare, comme dans les concours des gymnastiques. Éric Muller se prépare pour la suite. Pour finir sur l'abbatiale, l'autre élément important de 2025, c'est d'élaborer un vrai dossier de présentation pour des sponsors privés, enfin plutôt des mécènes privés. Et ça, c'est une nouveauté importante qu'on ne peut pas éviter de mettre en place si on veut réunir ce financement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et là aussi, on travaille déjà sur 2 pistes, des mécènes privés d'une grande importance pour lesquels il faut évidemment un trésor de conviction, et puis des flux plus diffus, notamment grâce aux différents sites internet de collecte de fonds de passionnés du patrimoine. Mais là encore, cette année, on fait d'abord le dossier, on met en place la méthode et on aura des retours dans les années d'après. Donc voilà ce que je voulais rajouter essentiellement pour l'abbatiale. Du coup, développement durable, effectivement. On passe tout de suite à Eric. Vous voulez pas... Ah oui, je pense que Eric, c'est le mieux placé pour nous parler de l'éclairage public. Donc, concernant le développement durable, le premier point, l'éclairage public. On vous en parle depuis 2019. Donc, tous les ans, on a programmé différentes phases de travaux pour remplacer notre parc qui était très vieux en 2019. Donc, là, à ce jour,
L'intégralité de notre parc de lampadaires est passée en LED. On avait 900 points lumineux en 2019. On en a supprimé quelques-uns, 50, notamment sur l'avenue Marcel Paul. Et puis sinon, le reste, on est passé sur de la LED pour les communes les rues qui n'étaient pas déjà équipées. Donc je vous rappelle le principe, hein, c'est de la LED communicante qu'on peut paramétrer à distance avec de la modulation de puissance au cœur de la nuit. Et pour maintenir le sentiment de sécurité, je vous rappelle qu'il y a des capteurs de présence sur chaque mât qui rehaussent la puissance du lampadaire quand on est au cœur de la nuit, dès qu'un piéton passe. Donc voilà pour l'éclairage. Merci Eric. Peut-être on peut le faire ensemble sur le parc solaire. Il y a 2 projets de parc solaire. Un dont j'aimerais vraiment dire qu'il fait partie des projets qui ne progressent pas assez vite. Et c'est encore la zone du Renoir. Donc il y a vraiment un sujet zone de Renoir. Parce que les 22 hectares dont on parle, du coup, je n'ai pas vu, c'est à répondre tout de suite non, ça va. C'est l'héritage de l'ancienne centrale thermique qui a fermé en 1987, rappelons-nous, et pour lequel il reste encore ce parc à cendres à traiter. Alors, traiter, ce n'est pas forcément enlever les cendres, mais c'est reconvertir l'espace. Ça fait plusieurs années déjà qu'on pousse le groupe EDF, qui est propriétaire du terrain, à se souvenir qu'il a aussi une filiale de production d'énergie solaire, qui se sont mis en contact grâce à nous, je n'exagère pas, et que les études préalables à la cessation d'activité du site, qui n'avaient pas été tout à fait rédigées, ont été élaborées et présentées à la DREAL, donc Direction régionale de l'équipement, de l'aménagement, etc., et du logement, pour approbation de la fin de cette installation classée. Et puis après, donc, la filiale renouvelable d'EDF prendra le relais pour de nouvelles études sur l'impact sur la biodiversité et un appel d'offres lui permettant d'obtenir le droit à produire de l'énergie. Si j'évoque tout ça, c'est que ça prend beaucoup trop de temps, alors même que nous avons inscrit, et vous en aviez décidé ainsi, cette zone dans les zones d'accélération d'énergie renouvelable. Donc on se demande ce que ça aurait été si on n'avait pas été en zone d'accélération. La cerise sur le gâteau, c'est le combat qu'on est en train de mener dans le cadre du fameux zéro artificialisation nette, qui est une loi de 2021 modifiée en 2023 et peut-être encore modifiée en 2025 pour déterminer ce qui est une zone naturelle ou pas. Et il semble bien que, n'étant jamais à l'abri d'une contradiction, certains nous disent que ce terrain de 4 mètres de cendres d'épaisseur, inscrit en zone à urbaniser, qui n'est donc pas inscrit en zone naturelle et pour cause, serait quand même considéré en ce moment dans la réglementation comme une zone, un ENAF, c'est-à-dire un espace naturel, agricole ou forestier. En fait, il serait devenu un espace forestier par la magie de la repousse de quelques buissons, un peu plus que ça, puisque ça a effectivement l'air d'une petite forêt, mais c'est un peu fort de café de s'entendre dire que c'est redevenu une zone naturelle. Et sous-entendu, une zone naturelle qui compterait dans les hectares d'artificialisation s'il y avait un projet sur ce plan. Donc on essaye de faire changer ce classement à la source, et puis on verra le moment venu, si on n'y arrive pas, à faire considérer qu'un projet de parc photovoltaïque, et peut-être en ayant des panneaux photovoltaïques à plus de 1,10 m de haut, puisque ça semble être la règle, ça ne rentrerait pas dans des espaces, dans des statistiques d'artificialisation. Voilà où on en est, mais c'est parce que bon, ça frémit en ce moment du côté de l'absurde que je vous en parle. Autrement, il est vrai que ça reste un projet 2025 parce qu'il va être impacté par le passage de la voie douce. Donc là aussi, il y a des
il y a des études nécessaires pour être sûr que les vélos ne vont pas impacter négativement les cendres. Hein. Moi, je pensais que c'était un peu le contraire qui pouvait se passer, mais les études en ce moment, c'est plutôt pour vérifier ça. Voilà. Et puis, deuxième déconvenue temporaire sur le photovoltaïque, la future ancienne carrière Anthrope, dont on avait décidé ensemble d'accepter la prolongation de l'autorisation d'exploitation pour permettre son rebouchage. Eh bien, le rebouchage n'est toujours pas terminé et il a pris du retard. On ne sera pas au rendez-vous de fin 2025 pour la fin de ce comblement. Et donc, toutes les formules qui consistent encore à faire, une fois que le remblaiement est fait, il y a un acte de transfert de propriété entre le propriétaire Anthrope, donc qui est une filiale du groupe Eiffage, et la mairie, de manière à ce que la mairie après reloue ce terrain et empoche les revenus de location, reloue ce terrain à une autre filiale d'Eiffage pour mettre des panneaux photovoltaïques. Ce processus va déborder plutôt sur 2026, voire 2027, donc on aura l'occasion de vous en reparler. Voilà, c'était le coup de gueule temporaire sur le photovoltaïque, mais ça reste un très beau projet. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot sur le côté plus positif, parce que là, je me charge du volet noir de l'affaire, mais ça reste quand même une belle orientation que d'envisager des énergies renouvelables au-delà du méthaniseur. Je pense que tu as dit l'essentiel pour le photovoltaïque. Je vais continuer sur le développement durable. Je voudrais juste dire un petit truc. Ce qui est plutôt sympa, finalement, que ce soit dans le méthaniseur qui fournit plus de gaz que la ville de Saint-Leu n'en a besoin, et que ce soit pour potentiellement le futur parc solaire photovoltaïque qui produirait l'équivalent de 2 fois la consommation électrique de la ville, c'est quand même assez sympa. Je veux dire, on serait quasiment autonome. Plus qu'autosuffisant, mais on n'arrivera pas à se couper du reste du monde. Hein. C'est un équivalent. Mais c'est vrai, c'est bon à le dire. Et c'est pour ça que c'est une vraie belle orientation, mais elle prend un peu trop de temps, je trouve. Au sujet développement durable, je ne vais pas trop m'attarder. C'est le projet alimentaire territorial qui est piloté au niveau de l'AXO. Pour rappel, les projets alimentaires territoriaux ont l'ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation. Donc nous, on a été un peu précurseurs sur le sujet, avec notamment le projet d'accompagnement à l'installation d'un maraîcher. Autre sujet piloté par l'AXO, la restauration de la zone humide dans le cadre de leurs compétences gestion du grand cycle de l'eau, donc restauration de la zone humide du parc de la Garenne. Je ne désespère pas de voir arriver une étude pour l'aménagement de cette zone. Et puis les transports en mode doux. Donc grand sujet AXO aussi avec l'aménagement des berges de l'Oise, qui est toujours en cours. Plus les arceaux qui seront complétés, il y a une deuxième phase. Plus les réflexions, par exemple, on en parlait encore hier avec le directeur vendredi avec le directeur de la base de loisirs. Il y a à faire pour développer l'accueil des scolaires dans la base de loisirs, en plus de tous les grands chantiers de développement de cette base qui sont devant nous. Alors, j'enchaîne peut-être, Laurent, si tu le veux bien, sur le fait qu'au discours des vœux, j'avais évoqué 3 grands défis de société qui sont le vieillissement, mais aussi l'individualisme et encore la radicalisation. C'était intéressant de reprendre ce triptyque pour se demander ce que concrètement on peut intégrer dans les orientations 2025. Donc pour le vieillissement, ce qui s'est fait récemment et qui va se faire en 2025 et 2026 sur la mise en accessibilité de la voirie, et notamment des arrêts de bus, vous le retrouvez. L'accessibilité des logements, c'est évidemment le programme de construction sur lequel nous travaillons en 2025, et notamment avec le projet Jean Massé dont j'ai parlé, dont nous avons parlé. Sur l'individualisme,
nous devons confirmer que dans ce domaine-là, le recul du nombre de sapeurs-pompiers dont on a déjà parlé est aussi la preuve d'un certain repli sur soi. Et donc, on a encore confirmé ce matin avec les 2 adjoints qui étaient à la base de loisirs aux responsables du centre de premier secours de Précy, que nous comptons évidemment sur eux, et ils nous confirment que notre commune est de loin la première commune d'intervention pour le centre de secours de Précy. En 2025, il y aura aussi une nouvelle montée en puissance de la sécurité civile locale, puisque ils sont notamment chargés de l'inventaire du stock de matériel de crise, qui dans un premier temps occupera le garage de l'ex-centre de première intervention des pompiers. Sur la lutte contre l'individualisme, on peut aussi citer les efforts de citoyenneté qui sont mis en œuvre par beaucoup d'entre nous, dont le conseiller délégué chargé du sujet, M. Raucourt, et notamment sur le conseil municipal de jeunes, où il travaille avec Madame Terre à enrichir encore le programme d'intervention des jeunes. Je vais me permettre de ne pas rentrer dans le détail. Et puis sur la radicalisation, eh bien, nous attendons avec impatience de pouvoir déployer ce réseau de collecte des biodéchets en demandant à tous les citoyens de la ville de prendre en compte le fait que ça peut représenter quelques nuisances de proximité, mais que c'est par contre une manière décisive de diminuer le volume des déchets qui vont être incinérés, parce que des biodéchets incinérés, c'est juste brûler de l'eau et ce n'est pas très utile pour la planète, alors qu'ils peuvent, ces biodéchets, servir à bien d'autres choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces orientations, avec l'idée que notre obsession est toujours de rendre de meilleurs services, mais dans des limites financières qui sont celles que nous pouvons supporter. Laurent l'a dit, on ne prévoit pas vraiment, et du tout même, de refaire un emprunt cette année. Dernière orientation quand même de travail. L'environnement international est fluctuant, vous l'avez remarqué, même si on parle de possibilité de paix depuis quelques jours. Il faut savoir de quelle manière elle arriverait. Je parle de l'Est de l'Europe. Et dans ce cadre, même si l'équilibre financier sera atteint, bien sûr, dans le budget qui donnera lieu à notre prochain conseil municipal, on ne peut pas exclure que par hygiène financière, on ait à réfléchir aussi sur un plan B qui ne serait pas le budget qu'on vous proposera de voter, mais qui serait une version alternative. Donc ça restera une étude cette année, mais c'est une orientation de travail qui est demandée au service. Mais c'est un peu comme le plan de sobriété énergétique sur lequel on avait travaillé. C'est parce qu'on avait quand même des idées préalables qu'on a pu enclencher ça au moment où on nous l'a demandé en 2023, je crois. Le temps passe vite. Donc voilà, gardons quand même cette hypothèse de travail, une éventuelle dégradation de l'environnement économique. Laurent a parlé tout à l'heure de l'augmentation des difficultés des entreprises locales ou d'ailleurs. Voilà, on n'est pas sur une situation économique extrêmement florissante, donc il ne faut pas s'interdire d'avoir une capacité de réaction si ça se dégradait. Voilà un peu tout ce qu'on a pu dire ou plutôt réunir, et grâce au service, sur ce cadrage budgétaire du travail strictement financier à venir, plutôt du cadrage politique du travail financier à venir. Est-ce qu'au-delà des précisions qui ont été données par les uns et les autres, et en plus des questions nombreuses que vous avez pu formuler pendant la présentation, est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Parce que s'il n'y en avait pas, il faudrait que je vous demande de bien vouloir prendre acte de la tenue de ce
débat et que cette délibération qui prend acte seront transmises au préfet, mais aussi, je le précise parce que j'aurais pu l'oublier, le débat sera transmis au président de la communauté d'Aglo, mis en disposition du public à la mairie, consultable sur le site internet de la commune. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'objection à prendre acte? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait des questions diverses des élus d'abord présents physiquement, puis des questions éventuelles des nombreux publics présents physiquement dans la salle, puis des questions éventuelles de l'assistance digitale? Déjà des questions diverses, s'il vous plaît, des élus. On va répondre, effectivement. Donc, pas de questions. Voilà. Est-ce que je peux suspendre la séance si un membre du public veut intervenir? Ils ont 10 ans de la tête, très bien. Je vous remercie. Donc, on a une question sur... Et l'autre, pardon. D'accord. Donc, il y a une question sur un nouveau quartier et une question sur un ancien quartier. Le nouveau quartier, c'est le quartier des Trois Étangs, où il y a effectivement plusieurs résidences qui sont gérées par Claisance, suite à une construction par l'aménageur Fulton. Pour différentes raisons, on voit bien que la situation n'est pas suffisamment stabilisée à notre goût, et alors qu'on parle bien de bâtiments récents. On a aussi dans les quartiers anciens des patrimoines bâtis qui peuvent vieillir et qui nécessitent aussi des relances que nous faisons auprès de bailleurs sociaux comme Oise-Habitat. Et là, Claisance est sur des bâtiments neufs, donc à eux de se battre pour que les dégradations un peu inattendues soient rectifiées dans le cadre des garanties de parfait achèvement. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis à eux, effectivement, de faire intervenir les prestataires nécessaires. J'ai effectivement été informé plus tard que cet après-midi de fuites d'eau, voire de manque d'eau chaude dans toute une résidence. Mais pas de chaude, oui, le manque d'eau chaude, c'est bien pas d'eau chaude du tout. Ouais, et donc c'est très fâcheux et c'est pas normal. Donc, on va y retravailler dès demain matin. Et puis pour la relation plus globale avec Claisance, puisque c'est effectivement un bailleur social qui a beaucoup gagné des parts de marché, je dirais, dans la commune, puisqu'il a plus de 200 logements maintenant. On est de plus en plus ferme sur la nécessité de mener avec nous les réunions d'avancement sur la résolution de ces problèmes, parce qu'effectivement, c'est une situation nouvelle et c'est à eux de la régler sous notre pression. On a pu quand même régler des problèmes de dépôts sauvages. Ça, c'est quand même plutôt un peu moins évident qu'avant, mais il faut rester vigilant. On va maintenant régler les problèmes de bâtiments. Et puis sur l'ancien quartier donc, du Bas-Metton, bon, je ne suis pas sûr que le fait de remettre quelques éclairages supplémentaires changerait tout ça, mais alors là, on est dans le domaine privé, effectivement. Donc, on va revoir avec eux si ça peut être remis en question. Mais en fait, ce qu'on imaginait, c'est un éclairage public tout autour du jardin public ou de l'espace public qui n'a pas été complètement terminé. Je parle de l'entourage et pour cause, puisque c'est les fameux 2 hectares dont j'ai parlé tout à l'heure.
qui n'ont pas été urbanisés dans la foulée du reste à cause du ralentissement du marché immobilier et du fait que l'aménageur garde ces 2 hectares pour des projets futurs. Donc c'est ça qui a effectivement un peu pris tout le monde à contre-pied. Bon, je remercie l'habitant présente ce soir qui m'amène donc à suspendre la séance. C'est donc fait et vous avez donné les précisions intéressantes qui me permettront d'être encore mieux outillé dans les relations avec l'aisance. Je reprends la séance et je réponds à l'autre question d'une internaute sur le quartier du Bas-Mettemont. On a repris la propriété des voiries. On a accompagné, et ça n'a pas été facile non plus, le programme de rénovation énergétique des bâtiments mené par Claisance, encore lui, ce programme a pris beaucoup de retard. On a eu une réunion assez vive en décembre dernier avec les locataires et Claisance en grand équipage, je dirais, pour prendre acte du fait qu'après 1 an et demi, on n'était même pas arrivé à la moitié. Donc il y a un engagement très ferme maintenant, que ce soit fini avant de la fin de l'année civile 2025. Et c'est seulement après, ou très clairement, pour répondre à la question, c'est seulement après où on pourra envisager de commencer à réouvrir le dossier de la planification de la voirie elle-même. Jusque-là, on est plutôt intervenu, je me tourne vers Monsieur Hautecoeur, on est intervenu sur les boucles urbaines, la mise en place d'une boucle urbaine. Je ne dis pas qu'elle soit provisoire, je dis simplement que c'était du marquage provisoire en attendant de refaire la voirie. Par contre, cette voirie, il faudra qu'elle s'intègre dans un programme pluriannuel de voirie, justement, qui tiendra compte des moyens financiers qu'on pourra dégager. Donc, si j'ai bien compris la question, il n'y a pas d'autres parties que je n'aurais pas traitées. Voilà, ça ne peut être que du moyen terme, parce que le gros morceau, c'est maintenant terminer cette rénovation énergétique qui a créé beaucoup de nuisances de travaux, qui crée l'existence d'un espace de stockage de matériaux qui n'est pas terrible esthétiquement, mais qui est utile pour alimenter le chantier. Et on peut par contre espérer que cette rénovation, tout comme la résidence Charles de Gaulle pour Oise Habitat, produira des vraies économies de charges pour les locataires. Et après, on reparlera de la voirie. Voilà les réponses que je pouvais faire. Est-ce que personne d'autre ne voit d'autres questions? Eh bien, si c'est le cas, oui. Juste une question sur le passage à niveau. Je crois qu'il devait y avoir des travaux pendant les vacances. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont été réalisés. Il y a une date ultérieure de prévue? Non, effectivement. Alors, on a pu échanger, c'est vrai, en bureau, mais pas en conseil. Les travaux ont été annulés, question budget au niveau SNCF. Donc, reportés à une date ultérieure. Donc, il n'y aura pas de travaux sur le passage à niveau en 2025. Bonne nouvelle, il n'y a plus de gaz, plus d'eau dans le gaz. Il n'y a plus de l'eau dans le gaz ou de gaz dans l'eau. Les travaux qui ont quand même arrêté ou gêné la circulation pendant 2 jours dans la rue de l'Hôtel-Dieu sont terminés. Ils ont permis une amélioration du réseau de défense contre l'incendie. Ça me semble bien, pourquoi ils ne le seraient pas? Ils sont encore là? Bon, s'ils sont encore là la semaine prochaine, on ira les voler, puisque c'est l'entreprise qui ne les a pas encore enlevés, ou l'Axo. Ah, les bâches, d'accord. On va leur redire d'enlever, effectivement, mais effectivement, on confirme que le chantier est vraiment terminé. Voilà. Rien d'autre? Donc, si c'est ça, je déclare la séance close et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
Merci à vous.